Boussegui. Il s'agit de quelque chose qui prouve à quel point l'ufologie est intrinsèquement liée à des sujets que certains ufologues, ou supposés ufologues, ou présentateurs arriérés peinent encore à concevoir. C'est un sujet qui mêle archéologie, extraterrestre, terre creuse, Illuminati, gouvernement, Vatican, bref, la cabale. De plus, l'un des sujets les plus commentés sur AET cette semaine a été la déclaration surprise du ministre des Transports irakien sur le fait que les Sumériens volaient dans l'espace il y a 7000 ans. Presque vrai, mais ce n'était pas eux. Il faut pour cela lire Mauro Biglino. Donc je vous emmène ce soir en Roumanie. Une découverte inouïe, inconcevable, inimaginable, même dans nos rêves les plus fous. Une œuvre extra-humaine, âgée de quelques 50 000 années et témoignant de connaissances universelles, terrestres, extraterrestres, tout domaine scientifique rassemblé. Au cœur des montagnes Boussegui, une très grande salle, comparable à une immense bibliothèque, fut découverte en Roumanie. Cette bibliothèque, véritablement universelle, apparaît être l'œuvre d'une antédiluvienne civilisation de géants, offrant une somme inouïe de connaissances dépassant de toutes les bibliothèques réunies de la Terre, en quelque domaine scientifique que ce soit. Mais elle n'est encore entrouverte qu'à de très rares privilégiés de la Kabbale et pour des visites extrêmement courtes. Ce site souterrain n'a-t-il pas été également surnommé The Secret Corridor of Power par les auteurs du livre qui nous l'ont fait découvrir, Radu Sinamar et Peter Moon. À ce propos, cher Antoine, tu as une chance extraordinaire. C'est aujourd'hui que sort en France le livre de Radu Sinamar. On le présentera à la fin pour que tout le monde puisse le commander chez notre libraire favorite, RIA. On mettra directement le lien sur le site. Cette base serait certainement demeurée inconnue si un satellite du Pentagone n'avait repéré une structure souterraine très particulière à l'intérieur des montagnes Boussegui, composée de 2 grands blocs d'énergie artificielle dont le plus grand avait la forme d'un dôme situé au cœur de la montagne. La nature et la disposition de ces énergies donnaient à supposer que cette coupole, d'une géométrie parfaite, avait été creusée par des êtres intelligents. D'autant que le scanner numérique effectué par le satellite mettait en évidence que l'un de ces blocs d'énergie, et là Antoine, tu peux passer la diapositive numéro 1, dressait comme un mur bloquant l'accès d'un tunnel ouvrant sur une grande salle hémisphérique protégée elle-même par une seconde barrière énergétique formant un autre dôme venant la protéger de l'intérieur. Or, l'équipe du Pentagone, qui analysa les données recueillies par le satellite, s'aperçut que la fréquence vibratoire de ces barrières d'énergie était similaire à celle d'une autre structure souterraine de même forme et tenue très secrète, découverte, devinez où, en Irak, près de Bagdad, peu de temps avant la guerre d'Irak, et avant que la guerre d'Irak ne soit déclarée. N'est-ce pas une coïncidence? Tout le monde pense que les Américains ont été en Irak à cause du pétrole. Moi, je peux vous dire qu'ils ont été là-bas à cause de cette découverte qu'ils ont faite. Naturellement, cette découverte fut maintenue ultra top secret, tant son importance était grande au niveau militaire et stratégique, et tant étaient craints les bouleversements de nos connaissances et de nos croyances relatives à notre humanité, à son histoire et ses gouvernements, ainsi qu'à celles concernant notre planète, les espèces qui la peuplent, les civilisations qui s'y développèrent, les technologies extranéennes qui y furent déployées par d'autres races telles que celles de Boussegui, que nous appellerons extra-humaines, et qui vinrent sur notre Terre avant même que l'humanité n'y soit créée. L'émoi qu'a suscité l'annonce de cette découverte réalisée dans les montagnes Boussegui fut à son comble au Pentagone, car il était absolument nécessaire pour les militaires et les autorités politiques les plus hautes que cette nouvelle découverte faite en Roumanie soit tenue aussi secrète que celle réalisée en Irak. Problème, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Roumanie, donc on ne pouvait pas les attaquer pour les envahir. Leur crainte étant, officiellement et surtout aux yeux des plus importantes sociétés secrètes œuvrant aux USA et dans le monde, que cette découverte, une fois rendue publique, ne vienne changer complètement le destin de l'humanité et les modalités politiques de sa gouvernance. Il fallait donc, selon une politique millénaire bien établie, que les découvertes les plus sensibles et dérangeantes soient maintenues absolument secrètes et puissent le demeurer. Une pression diplomatique considérable fut donc exercée sur le gouvernement roumain afin que rien ne soit divulgué de ces inconcevables découvertes qui venaient d'être réalisées.
Mais le président roumain ne partageait pas ce point de vue. Aussi fit-il appel en premier lieu aux experts d'un département zéro qui a été créé en Roumanie en 1968 sur initiative politique et qui était consacré à l'étude des phénomènes paranormaux. Ce département top secret du service roumain était composé de 3 unités d'enquête et de surveillance dédiées à différents types d'événements et utilisant des capacités psychiques paranormales, par exemple la vision à distance ou remote viewing, largement pratiquée par les Américains et les Russes, permettant d'explorer des zones de dépôt stratégiques, puis de les surveiller par perception extrasensorielle. Or, certaines galeries parcourant les montagnes des Carpates étaient réputées receler de grandes quantités d'or. Mais ces montagnes transylvaniennes étaient encore connues pour être parcourues par d'immenses tunnels souterrains parmi les plus grands du monde. De plus, des phénomènes de téléportation, de disparition mystérieuse, de lumière, de sons souterrains, de rayonnement énergétique particulièrement puissant, d'étranges signes gravés dans la roche, avaient déjà alerté les services secrets du SRI roumain. Et alors, l'un des directeurs techniques du SRI était quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle César Brad, expert en phénomènes étranges, parapsychologue, particulièrement doué lui-même. À lire Transylvanian Sunrise, un livre qui donne une large description des capacités hors du commun de César Brad. Capacité découverte dès sa naissance quand il était tout petit enfant. C'est donc à lui que fut donnée la direction des opérations menées dans les montagnes Boussegui pour explorer ce qui fut identifié comme une base construite par des intelligences extranéennes, disposant de technologies inconnues sur Terre pour nos scientifiques contemporains, mais dont certains mythes et légendes esquissent l'existence, ainsi que certains grimoires alchimiques. Cependant, le président roumain et les responsables du SRI décidèrent que cette découverte ne serait pas dissimulée. Pour des raisons diplomatiques tenues discrètes, ils acceptèrent néanmoins que la direction des opérations visant à explorer le site, au centre de la montagne par les Américains, soit partagée par un homme aux attributions les plus hautes, membre le plus éminent d'une loge maçonnique très importante en Italie, pour ne pas la nommer la loge maçonnique P2, et membre du puissant groupe Bilderberg, le vénérable Signore Massini. L'affaire revêtait donc un caractère unique d'une importance considérable. Afin de creuser un accès permettant de rejoindre la galerie et le dôme situé au cœur de la montagne, Signore Massini fit amener une foreuse utilisée par l'armée américaine. Cette foreuse était capable de littéralement faire fondre les roches les plus dures. Un tunnel de près de 60 mètres fut ainsi réalisé qui vint rejoindre la première grande galerie. Semblables à ceux d'un tunnel de métro, les murs de cette galerie étaient parfaitement polis, mais une lourde porte de pierre venait la clore, elle-même protégée par une barrière énergétique invisible. 3 hommes perdirent la vie par arrêt cardiaque en tentant de la franchir. D'autant que tout objet ou matériau projeté contre la barrière énergétique était immédiatement réduit en poussière. Rien ne semblait pouvoir permettre le franchissement de cette mystérieuse barrière énergétique. Et là, tu peux passer la deuxième photo. C'eût été sans compter sur les grandes capacités paranormales de César Brad, qui ressentit pouvoir s'accorder aux fréquences énergétiques du barrage à franchir. Cette affinité l'amena à porter son regard sur un triangle équilatéral tracé au centre d'un carré, dessiné sur le mur du tunnel entre la barrière énergétique et l'énorme porte de pierre, ce qui le conduisit à seulement effleurer la surface de la barrière énergétique. Il ressentit de simples picotements au bout de ses doigts, et sut qu'il pouvait franchir cette porte. Il s'avança donc, passa simplement à travers, et se dirigea vers le triangle au centre du carré qu'il toucha du doigt. L'énorme porte de pierre de 6 mètres de hauteur glissa alors silencieusement pour s'insérer dans le mur. César Brad se trouva dès lors à l'entrée d'une immense galerie parfaitement et uniformément éclairée, sans que soit identifiable une quelconque source de lumière. Cette salle fut appelée la Grande Galerie. Les parois de la Grande Galerie apparurent comme synthétiques, constituées de matériaux inconnus qui ne pouvaient être ni rayés, ni enfoncés, ni percés, ni coupés, ni endommagés d'une quelconque manière lorsqu'ils étaient soumis à des flammes qui furent comme absorbées par la paroi. À mi-distance, cette grande galerie d'une longueur totale d'environ 285 mètres formait un angle aigu de 26 degrés, mais à l'extrémité de cette seconde section, une lumière d'un bleu scintillant apparaissait tel un reflet. Ce reflet n'était autre que celui de l'écran d'énergie hémisphérique protégeant l'intérieur de l'immense salle,
elle-même hémisphérique, mesurant environ 100 mètres de long et 30 mètres de hauteur. Cet écran d'énergie d'environ 20 mètres de hauteur apparaissait constitué comme un bouclier pour les tables et autres matériels techniques disposés à l'intérieur. Dans ce bouclier, une entrée unique permettait d'accéder à cette salle restant à découvrir. Or, et là c'est fantastique, une fois cette grande galerie parcourue et dès que la porte donnant accès au grand hall fut traversée, la coupole d'énergie protégeant cette salle commença à émettre des radiations plus élevées. Que se passait-il? La raison en fut bientôt connue, car en Irak, le bouclier énergétique d'un autre dôme d'énergie en tout point semblable à celui de Boussegui avait été découvert grâce toujours au même satellite géodésique des Américains en un lieu tenu très secret proche de Bagdad. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste quelques jours avant que la guerre ne soit déclarée. Ce bouclier se trouva à l'instant brusquement activé et passa sur un registre de fréquence plus élevé. Puis, sur l'écran de la salle similaire du dôme de Boussegui, apparut un hologramme de notre planète, suivi de différentes séquences de grossissement laissant apparaître tout d'abord l'Europe, puis la Roumanie et enfin les montagnes Boussegui. L'image se stabilisa bientôt sur une vue de l'intérieur de la grande galerie. Les deux lieux étaient donc interconnectés selon un procédé technique encore inconnu des hommes de la Terre. Immédiatement, le conseiller américain en question de sécurité nationale fut averti de cet incroyable événement. Il sut ainsi que l'équipe encadrée par le Signore Massini, donc de la loge P2 italienne, et César Brad avaient réussi à pénétrer dans la base roumaine de Boussegui, et que celle-ci était mystérieusement reliée à la base irakienne située près de Bagdad. L'affaire était d'une importance si particulière que la présidence des USA en fut immédiatement informée et contacta sans délai le diplomate roumain en exercice. Mais pas seulement, car il nous faut préciser, pour donner un aperçu de la dimension considérable que revêtait cette découverte, que les Américains, par voie diplomatique spéciale, en avaient informé le Vatican, qui avait immédiatement dépêché un envoyé pour réfléchir à la manière dont seraient ou non communiquées publiquement les données de cette découverte. Ayant parcouru la grande galerie, nos explorateurs, César Brad et Signore Massini, et des militaires de différents grades roumains et américains, se trouvaient donc à l'entrée de la salle immense qui sera appelée salle de projection. 10 grandes tables en forme de T, en pierre, disposées symétriquement par rapport à l'axe central de l'immense salle, s'offraient à la vue d'une hauteur de 2 mètres au moins. Il n'était pas possible pour les hommes découvrant le lieu de voir ce qui reposait sur leur plateau. Ces tables étaient manifestement faites pour des géants, leur plateau mesurant près de 5 mètres de long et 1,5 mètre de large. Un escabeau fut donc apporté par les militaires, les hommes purent ainsi découvrir ce qui recouvrait les plateaux de chacune de ces tables et quel fabuleux usage on pourrait en faire. 2 tables uniquement étaient seulement recouvertes d'une étrange poussière de couleur orange dont la nature ne put être identifiée. Les plateaux de ces tables étaient recouverts d'un film constitué d'un matériau lui aussi inconnu, semblable à du verre sombre, brillant et bleu, dans lequel le visage des observateurs pouvait se refléter. Mais surtout, il présentait différents signes d'une écriture inconnue, comme gravée dans la masse. D'apparence complexe, cette écriture était accompagnée de symboles géométriques, tels que des triangles et des cercles. Ces signes émettaient un léger rayonnement lumineux, différent pour chacune des tables. Mais encore, la surface de ces plateaux était divisée en quadrillages, dont les cadres délimitaient des secteurs à l'intérieur desquels étaient gravés les caractères. Sur certaines tables étaient disposés des instruments aux usages inconnus. Des fils translucides blancs et délicats, souples et légers, parcourus de petites impulsions lumineuses, descendaient jusqu'au sol pour rejoindre des boîtes rectangulaires disposées à proximité. Mais bien plus étonnant encore, lorsque quelqu'un s'approchait de ces tables, une projection holographique était immédiatement activée, permettant d'identifier le domaine à propos duquel des données scientifiques extraordinaires pouvaient être délivrées afin d'être étudiées. En effet, au milieu de chaque table, une fente étanche de plusieurs centimètres de long, disposée parallèlement aux côtés les plus longs des tables, faisait office de projecteur d'hologramme vivant et coloré, haut de 2 à 3 mètres et d'une grande précision. Cette immense salle fut donc appelée salle de projection. En effet, lorsque d'un quadrilatère de l'une des tables était touché du doigt, jaillissaient de la fente centrale des rayons venant former en 3 dimensions l'image d'une situation, d'un être, d'un élément ou d'un composant jusqu'au plus intime et microscopique. César Brad observa que les projections se déclenchaient d'elles-mêmes, mais aussi qu'elles étaient interactives et dépendaient de celui qui les regardait et qui touchait la surface de la table. 2 tables demeuraient vides, recouvertes seulement d'une fine couche de poussière orange. Et donc là, on peut montrer la photo suivante. La première des tables
offrait à découvrir les domaines de la biologie dans ses aspects les plus divers. Ainsi, Radu Sinamar lui-même eut l'immense privilège d'en faire l'expérience. Il posa sa main sur une certaine table pour voir apparaître l'image holographique de son propre ADN dans sa forme microscopique. L'auteur raconte ce qu'il découvrit. J'ai légèrement touché l'un des quadrilatères parmi les plus grands, et l'hologramme projeté fut celui de la structure anatomique d'un corps humain. En fait, j'ai vite réalisé que c'était celle de mon propre corps, du fait d'une certaine marque que je porte sur le bras. Bien que je ne bouge pas, s'offrir à ma vue les images holographiques de certaines zones de mon corps dans un défilé continu d'images, le présentant sous différents angles. Si je soulevais le doigt de cet endroit, les mêmes images de plantes et d'animaux apparus lorsque nous étions initialement approchés de la table réapparaissaient d'elles-mêmes. Mais lorsque je me mis à déplacer mon doigt à l'intérieur de ce même quadrilatère, l'hologramme faisait apparaître l'intérieur de mon corps et les organes qu'il contenait. Selon que je bougeais la position de mon doigt sur la surface de la table, s'offrait à ma vue la projection de mes organes internes. Par exemple, en zoomant, j'ai zoomé dans des dimensions extrêmement petites, passant au-delà des cellules individuelles, puis de leur noyau, jusqu'à atteindre le niveau moléculaire. Je pensais rêver, mais il n'en demeure pas moins que j'ai vu une molécule de mon propre foie et que j'ai pu l'agrandir dans d'énormes proportions. En quelques instants, j'avais dépassé les rêves les plus osés que nos plus modernes scientifiques puissent faire. Puis l'image se présenta sous forme d'un nuage d'énergie aux couleurs constamment changeantes, probablement du fait que des changements énergétiques se produisaient en temps réel dans mon corps. En certains endroits, je remarquais comme des zones de condensation reliées entre elles par une sorte de pont vibrant en continu. J'ai alors pensé que ce pouvait être des chaînes moléculaires. Quand j'ai zoomé pour atteindre le domaine nucléaire, l'image apparue fut celle de l'un des atomes de mon corps, mais l'image devint instable et se figea. J'ai alors pu observer ce que je pensais être un atome, semblable à un brouillard d'énergie mal défini, avec en son centre, comme un très petit point, semblable à un cœur lumineux. Surpris, j'ai alors touché d'autres cadres. Chaque fois que j'en touchais un, il s'éclairait en orange et les signes de cette écriture inconnue apparaissaient à l'intérieur. Fasciné, je me pris au jeu d'activer plusieurs cadres et je pus alors assister à d'incroyables projections de vie se déroulant sur d'autres astres. J'ai également remarqué que si je touchais simultanément les surfaces de deux cadres différents, l'image holographique rendait une analyse scientifique très complexe, présentant les molécules d'ADN de ces êtres et leurs possibilités de compatibilité génétique. Les images étaient accompagnées de lignes verticales bordant cette étrange écriture. Des observations à noter, probablement des commentaires ou des indications concernant l'analyse venant d'être réalisées. Il en résultait la présentation dynamique d'une série de phases possibles permettant la combinaison de deux formes de vie. En fin de compte, la forme mutante la plus probable résultait d'une combinaison particulière de ces données génétiques. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé sur Boussegui. Au centre de la grande salle, une installation particulière qui fit plus particulièrement appelée la salle de projection. Il y avait une cabine cylindrique faite d'un matériau transparent d'1,5 mètre de diamètre. Au tiers de cette hauteur apparaissait une sorte de plateforme bombée d'où partaient des fils métalliques. Les personnes présentes purent alors assister à une projection extraordinaire, relatant le passé le plus ancien de notre humanité et son évolution à travers les âges. N'ayant rien à voir avec les hypothèses de Darwin, dans une synthèse incroyable de précision et de vérité, le spectateur pouvait découvrir les origines cachées des êtres humains de la Terre, ainsi que les faits les plus marquants qui contribuèrent à son évolution depuis des centaines de milliers d'années, et non pas quelques dizaines seulement. 90% de ce qui est officiellement admis de nos jours apparaissait totalement erroné, faux et fabriqué de toutes pièces. A contrario, nombre de faits relatés par les mythes et légendes des peuples de la Terre se trouvaient confirmés, notamment ceux traitant des continents et civilisations de l'Atlantide et de Mu, mais encore est expliqué comment et par qui furent construites les pyramides d'Égypte et d'ailleurs en tant d'autres merveilles architecturales dont nous ne pouvons même pas encore comprendre aujourd'hui comment elles furent réellement bâties. De temps en temps, le déroulement de la projection s'immobilisait afin que l'image d'un moment particulièrement important puisse être étudiée. Et donc là, ils ont étudié pas mal de moments importants de l'histoire, notamment la crucifixion de Jésus-Christ. Lorsque Signore Massini découvrit une amphore, il considéra qu'en tant
qu'initié franc-maçon de très haut grade, que cette découverte était la plus importante et précieuse de toutes. Pourquoi? L'amphore contenait une poudre blanche très fine qui se révéla être de la poudre d'or monoatomique d'une grande pureté, bien connue des alchimistes véritables, mais dont la structure cristalline demeure quant à elle inconnue de nos chimistes actuels. Sa haute valeur réside dans le fait que la poudre d'or monoatomique, dans sa plus grande pureté, est un stimulant puissant de certaines ondes des courants d'énergie au plan cellulaire et neuronal, permettant une accélération du processus de rajeunissement. Et donc, d'autres, là on peut passer, voilà, c'est l'image que là, on a découvert que d'autres salles permettaient d'aller vers un tunnel qui allait vers la gauche, qui conduit à une salle se trouvant en Égypte, entre le Sphinx et les pyramides de Gizeh. Et quant à le tunnel de droite, il est relié à une structure similaire située au centre du mont Kailash, dans le plateau tibétain, lequel mont est très sacré pour les autochtones. Et ce troisième tunnel est de plus doté de ramifications secondaires qui conduisent à proximité de la courbe des Carpates. Puis une autre vers l'ensemble découvert en Irak près de Bagdad, gardé par du personnel militaire américain, mais encore vers le plateau de Gobi en Mongolie. Et notons que lors de la Seconde Guerre mondiale, une expédition allemande se rendit justement au Tibet et garda ses découvertes très secrètes. Quant au tunnel central numéro 1, il est tenu le plus secret de tous. Mais les USA tenant absolument à ce que tout ce qui le concerne ne soit jamais révélé. Des militaires en garde permanente sont entrés, car il mène tout droit à la terre creuse. Il est à noter comme preuve, qu'est-ce que nous avons comme preuve? Des centaines et des centaines et des centaines de témoignages, hélas tous en roumain. Nous avons tu peux envoyer la photo des squelettes, dans le monde entier, des squelettes trouvés, évidemment, en archéologie. On considère on n'en parle pas parce que ça remet évidemment tout en cause ce genre de squelette, mais est-ce que ça pourrait être ceux qui ont fabriqué cette salle, vu la hauteur, parce qu'on considère effectivement que vu la hauteur de la table et de la chaise, les gens qui étaient là-bas devaient mesurer au minimum 2,40 m, comme un petit peu ce qu'on a sur la photo. Des émissions télé en direct, encore disponibles sur le web, ont été faites sur Boussegui, dont une où, en direct, le commentateur a été menacé d'un coup de téléphone. Il a dit obligé de prendre, et et c'est encore sur le net, on lui a dit de tout arrêter, de se taire, parce que sinon, il finirait très mal. Il y avait beaucoup de preuves vidéo, elles ont presque toutes disparu du net, mais il y en a plein qui les ont gardées, évidemment, qui les ont enregistrées sur l'ordinateur ou en sauvegarde. Et donc, nous avons la chance énorme que Radu Cinema, qui avait écrit ce livre, aujourd'hui, il est disponible en français, il est disponible chez RIA, commandez-le, et vous allez pouvoir lire l'expérience la plus extraordinaire qui fait passer l'affaire de Roswell comme un tout petit épiphénomène de l'histoire de l'ufologie. Et là, nous avons bien l'imbrication de tout ce que l'on connaît de nous, et que beaucoup d'ufologues rient sous cap, les gouvernements secrets, les loges maçonniques, les Illuminati, l'implication du Vatican, bien entendu, l'archéologie interdite, les anciens continents, la Terre creuse. Voilà. Moi, c'est un sujet qui me passionne et que j'étudie depuis très très longtemps. Et je trouve que c'est scandaleux que dans nos pays, on ne s'intéresse pas plus à Boussegui. Et ça date, cette découverte, de 2003. Le Pentagone, hein, mais les Roumains étaient déjà avant. C'était un peu long, mais ça valait le coup.